Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julien Alvarez, je travaille pour 3 entités. Je travaille d'abord pour l'Acer Numérique qui est situé à Valenciennes, qui est un bâtiment de 17 000 m² où on fait de la fertilisation croisée en mariant des chercheurs avec des startups et des étudiants. Après, je travaille également pour l'ESPE, l'île Nord de France, pour lesquels on fait de la formation de formateurs en ludopédagogie. Et enfin, je travaille pour le laboratoire de Visu, qui est spécialisé donc, dans les sciences de l'information et de la communication. Et dans ce laboratoire, je fais de la médiation par le jeu. Donc je suis spécialisé dans ces travaux de recherche-là. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est on va aborder un sujet qui est l'innovation par le rétro gaming. Ça va être l'occasion de regarder par rapport à la métaphore du crayon qu'on a vu tout à l'heure, si on peut greffer un rétroviseur sur ce crayon, avant qu'il soit taillé par les personnes affûtées. Et ensuite, deuxième point, on va jouer ensemble. Donc je vais vous demander d'être attentif à tout ce que je vais vous dire dans les 15 minutes qui vont suivre, de manière à voir ce que vous avez retenu. Alors, de manière très simple, l'innovation par le rétro gaming, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ça vient du fait que, dans le cadre de l'Acer Numérique, on a monté une espèce de médiathèque dans lequel, en fait, on collecte tous les jeux et jouets qui datent des années 70 jusqu'à nos jours. Alors, c'est des jeux et jouets à base électronique ou de base de jeux vidéo. Donc, ça va de la Magnavox Odyssey, qui est sortie en 1972, qui avait été conçue par Ralph Baer, jusqu'à des appareils tout récents comme le PlayStation VR sur la PS4, par exemple. Et entre les deux, on a des appareils comme la dictée magique, comme les consoles de première, deuxième, troisième, etc. génération. Donc, dans ce contexte-là, on s'est dit, on a ces objets-là qui ont été collectés pour des besoins de pédagogie, de recherche, pour constituer ce qu'on appelle un fonds qui nous permet de faire du serious gaming, c'est-à-dire du détournement de jeux sérieux ou de jeux vidéo existants ou de jeux électroniques existants à des fins pédagogiques. Et dans ce contexte-là, on s'est rendu compte d'une chose. Alors, pour commencer, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez cet objet ? Alors, je vais vous aider un petit peu. Cette publicité vous donne toutes les informations. Alors, c'est pas loin de ça. Alors, en fait, c'est un appareil qui servait à jouer avec les pieds. Et vous aviez un jeu qui était sorti, qui s'appelait Ski Game à l'époque, donc pour faire du ski. Ce dispositif date de 1982 et il était sorti sur une console qu'on appelait l'Atari VCS 2600, qui était paru en 1977. Ce qui est amusant, c'est de faire le rapprochement avec cet appareil que vous connaissez sans doute, qui était sorti en 2007. C'est le Wii Balance Board, qui avait été édité par Nintendo. En fait, si vous comparez les deux appareils, ce sont en fait les mêmes concepts, sauf que le premier est sorti en 1982, le deuxième est sorti en 2007. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des ventes ? Il y en a un qui a marché et l'autre qui n'a pas marché. Alors je vous le donne dans le mille. Celui qui n'a pas marché, c'est celui qui est sorti en 82. La preuve est que vous ne le connaissiez pas. Et celui de 2007, il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, même si aujourd'hui, je soupçonne cet appareil d'avoir fini dans les placards de beaucoup de gens qui se sont achetés cet appareil pour se donner bonne conscience. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi il y en a un qui a marché et l'autre n'a pas fonctionné. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que 1982, pour un Joyboard, c'était sorti trop tôt. Le marché n'était pas prêt. Le grand public n'était pas prêt. Il n'y avait pas l'acculturation nécessaire. Contrairement à 2007. Alors, dans le même registre, ce qui est intéressant, c'est qu'on identifie des cas similaires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet appareil qui est à gauche, c'est la Microvision. Elle est sortie en 1979. La Game Boy est sortie 10 ans plus tard, rebelote, Microvision c'est le four, la Game Boy c'est le succès commercial que tout le monde connaît. Donc en fait, là on confirme l'idée que les 10 ans d'écart peuvent justifier peut-être le succès de la Game Boy, mais pas seulement. On s'aperçoit qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent, comme par exemple les aspects énergétiques. Donc là par exemple dans la Microvision, il fallait savoir que les piles étaient rapidement consommées. Vous aviez ensuite un encombrement qui était assez important. Cet appareil faisait à peu près 25 cm de haut. La Game Boy, comme son nom l'indique, était beaucoup plus compacte et puis pouvait se trimballer dans une poche. Donc,
on a essayé d'identifier quels pouvaient être les paramètres qui faisaient que un objet pouvait rencontrer plus ou moins le succès commercial et pas un autre, parce que quand on regarde un petit peu par le passé, on voit que le temps, le facteur temps, n'est pas forcément le seul vecteur qui fait qu'on va être face à un succès commercial ou non. La preuve en est, c'est ces deux appareils qui ont juste 1 an d'écart, Computer Space 1971, four commercial, et Pong 1972, succès commercial. D'ailleurs, c'est ce jeu-là qui marque l'avènement de l'industrie vidéoludique pour beaucoup de spécialistes. Donc en fait, ce dont on peut parler, c'est qu'en fait, quand on analyse les gameplays des jeux qui sont associés à ces deux bornes d'arcade, on repère deux choses assez marquantes. La première, c'est que pour Computer Space, vous avez en fait un nombre de briques de gameplay, c'est-à-dire d'éléments qui constituent le gameplay du jeu, qui sont constitués de 6 briques au total. 3 briques d'objectifs, éviter, atteindre, détruire, et 3 briques de moyens qui sont gérer, déplacer, tirer. En gros, vous aviez un duel entre 2 vaisseaux spatiaux. Vous deviez vous tirer dessus en gérant tout un stock de munitions, en évitant un astre qui vous attirait au centre, et le tout en pilotant ça par une interface qui n'était pas très ergonomique. Pong, lui, se contente de 2 briques. Atteindre, déplacer. Vous avez juste une raquette, vous devez renvoyer la balle derrière les lignes de l'adversaire. En fait, ce qu'on peut soupçonner, c'est que le public, à cette époque-là, découvrait le jeu vidéo, n'était pas forcément formé à ça, et donc devait passer par des phases d'acculturation, d'apprentissage, qui étaient nécessaires pour pouvoir s'approprier le jeu vidéo. Ensuite, on peut s'apercevoir que des produits qui sont sortis après les dates que je vous évoque, comme par exemple donc, la Game Gear de Sega, a rencontré lui aussi un échec commercial cuisant, malgré le fait qu'il apporte des innovations comme l'écran couleur, comme un écran rétroéclairé, comme des jeux qui sont beaucoup plus dynamiques, etc. Mais pour autant, on est face à un problème, c'est l'aspect énergétique, c'est-à-dire que la Sega, en 2 heures, vous aviez consommé toutes les piles. Or, qui achetait en fait ces appareils-là? C'était les enfants avec leur argent de poche. Et donc, ce qui se passait, c'est que la Game Boy pouvait jouer 1 semaine, la Game Gear de Sega, 2 heures. Donc faites vite le calcul, les enfants se sont évidemment approchés de la Game Boy qui leur paraissait beaucoup plus accessible. Ensuite, il y a des appareils qui sont sortis qui étaient trop chers aussi pour le marché. Donc à partir de là, on a 2 exemples qui sont assez intéressants. Le CDI de Philips 1992, qui apportait pourtant l'innovation du CD-ROM, du CDI interactif. Donc là, on avait les premières normes MPEG qui étaient sorties, qui vous permettaient d'avoir de la vidéo au plein écran. Et en 2007, la PlayStation 3, qui était elle aussi sortie sur le marché, bien qu'elle soit extrêmement populaire, cette machine-là est vendue trop cher. Nous sommes là sur des appareils qui étaient vendus autour de 680 € à 700 €, ce qui est beaucoup trop onéreux pour le grand public. Donc on voit qu'en fait, le fait d'avoir des produits imposants, d'avoir des produits chers, d'avoir des produits qui sont en avance sur le marché, des produits qui rendent malade. Ici, vous avez par exemple la Virtual Boy, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une machine qui, dès 1995, vous proposait une expérience qui ressemblerait aujourd'hui à la réalité virtuelle, en mode stéréoscopique, écran, couleur monochrome, mais vous aviez peut-être 10-15 minutes de jeu, après quoi il fallait sortir le sac à vomi et les cachets d'aspirine. Donc à partir de là, on a recensé tout un ensemble de paramètres qui font que vous avez des éléments qui peuvent conduire à l'échec. Donc le manque de jeu, l'ergonomie, la diffusion, la concurrence, la fragilité, le marketing, qualité des jeux, design, etc. Pour autant, on pense que c'est pas bien de tout mettre à la poubelle, notamment pour les concepts qui sont peut-être sortis trop tôt sur le marché, et on se dit qu'en fait, si le public n'était pas prêt à l'époque, peut-être qu'il l'est aujourd'hui. Et donc à partir de là, ça vaut peut-être le coup d'aller explorer, de sortir notre pioche d'archéologue et d'aller voir ce qui existe par le passé et de voir si on ne peut pas redynamiser des produits. Alors il se trouve qu'il y a des acteurs qui l'ont déjà fait, avec par exemple le Big Track, 1979. Vous avez cet appareil qui est en fait inspiré des travaux de Papert, qui vous propose à l'époque d'apprendre à programmer de manière séquentielle, comme Papert le proposait avec son robot la Tortue. Là, on le fait avec un char lunaire, et on a un petit clavier à l'arrière de l'appareil qui vous permet en fait donc de programmer le nombre de pas, le fait de tourner à droite, à gauche, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2010, des Anglais ont réédité ce jeu qui était sorti en 1979,
et on en fait une version qui est non seulement plus actuelle, en termes d'énergie, en termes de réactivité, en termes de composants, en termes de taille, il est beaucoup plus compact, mais ils ont aussi non seulement redynamisé le produit, mais ils ont aussi adapté des nouvelles technologies, comme par exemple la tour qui permet d'envoyer des missiles en mousse, le porte-canettes, indispensable, et la possibilité de piloter votre Big Track avec votre smartphone, ou bien d'aller plugger une webcam sur le nez de l'appareil. Donc tout ça montre qu'en fait, on peut réinvestir le passé et évidemment y greffer des objets actuels. Autre exemple, donc si on fait le parallèle entre la tortue de Papert et le robot Bluebot qui est beaucoup plus récent, on a en fait là aussi des idées d'innovation qui peuvent être greffées sur ces vieilles technologies, comme par exemple la réglette de programmation Bluetooth qui vous permet ici par exemple d'enficher des petits dominos qui permettent à des enfants de 4 à 8 ans d'aller programmer le robot sans avoir à gérer les touches qui sont parfois un petit peu compliquées à manipuler pour des enfants. Dans le domaine du jeu de société, on trouve par exemple le Stop Thief ou Anti-Gang, pour ceux qui ont connu, qui est un jeu qui est assez intéressant d'un point de vue éducatif. Vous avez un plateau de jeu et vous devez identifier un voleur qui est invisible. Ce voleur, en fait, il émet des sons et c'est par la succession de sons que vous devez faire en sorte de le localiser. Il casse un carreau, il fait un bruit. Il marche dans la rue, il fait un bruit. Il prend le métro, il fait un bruit. Tout ça, ça fonctionnait avec un appareil électronique qui évidemment, avec le temps, s'oxyde, dysfonctionne et ne permet plus de jouer à ce jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un comité de développeurs de jeux de société qui s'appelle Restoration Game, qui sont en train de revisiter tous ces vieux jeux de société pour les réadapter et les réactualiser avec les smartphones. Donc vous retrouvez exactement le même jeu, mais avec le smartphone. Alors là, j'aimerais rectifier des choses que j'entends autour de moi, notamment en ce qui concerne les escape games. Les escape games, les concepts sont attribués aux Japonais, à juste titre sur le fait qu'ils l'ont adapté dans la vie réelle. Pour autant, c'est pas eux qui ont inventé le concept dans les années 2000, comme c'est dit souvent, ou à la fin des années 90. Moi, j'ai trouvé ce jeu, il est d'origine anglo-saxonne, anglaise, et en fait, c'est un jeu qui s'appelle Sprite Intérieur, qui, en fait, vous propose, tout simplement, de visiter ce concept pour la première fois, ou pour l'une des premières fois, parce qu'il faut toujours être prudent quand on fait de l'histoire, des jeux vidéo, et qui visite ce concept d'être enfermé dans une pièce et d'essayer d'en sortir. Tout ça pour vous dire qu'en fait, tous ces concepts qu'on retrouve par le passé peuvent être revisités, non seulement d'un point de vue, on a vu, de dynamisme, d'amélioration technologique, mais parfois il suffit simplement d'adapter le produit à des nouveaux publics. Et ça, c'est assez intéressant. C'est ce que fait Namco Bandai, par exemple ici, avec cet appareil qui s'appelle le Crocodile Panic. C'est un jeu d'arcade extrêmement populaire au Japon. Vous avez un maillet, vous tapez sur les crocodiles qui sortent de leur tanière. Et en fait, ils se sont aperçus que ce jeu-là pouvait être adapté à des seniors qui, pour travailler la coordination motrice et le fait d'avoir des objets tangibles face à eux, pouvaient réinvestir cette borne d'arcade de manière à les faire travailler sur le plan cognitif et sensorimoteur. Alors, je ne vais pas passer tout en revue, parce qu'on aurait plein de choses et on y passerait des heures et des heures. Et il va être temps aussi de passer à la notion de jeu. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que il existe des choses qui ont été identifiées, qui sont assez surprenantes, et qui ont été complètement oubliées dans notre paysage, comme par exemple cette borne d'arcade qui s'appelle Time Traveler, qui est sortie en 1991, qui a été produite par Sega et qui vous permet d'afficher en fait des personnages par holographie. Donc c'est par un jeu de miroir. Donc aujourd'hui, on se bat pour positionner des casques de réalité virtuelle à tout va, et on se demande si la réalité mixte ou la réalité alternée serait pas la meilleure solution. N'oubliez pas aussi ce qui a été fait par le passé, comme cette borne d'arcade qui me semble assez singulière et vraiment très inspirante. Voilà, donc on pourrait passer en revue beaucoup de choses, mais je voudrais m'attarder un petit peu sur cet appareil-là, qui est pour moi très révélateur de ce qu'on trouve comme trésor dans le passé. Est-ce que vous connaissez Phantom Chess? Non? C'est en fait un jeu d'échecs électronique, mais qui présente la particularité d'avoir les pièces qui se déplacent toutes seules.
Et aujourd'hui, quand on parle d'objets connectés, quand on parle de vouloir connecter des tables interactives ou des objets connectés à distance, et on réfléchit à la manière de les mouvoir sur une surface donnée, ben, dès 1983, on avait déjà des concepts similaires qui existaient. Voilà, donc tout ça pour faire passer le message suivant. Ne balayez pas le passé, explorez-le, parce que je pense que ça vous permettrait de faire de la rétro-ingénierie, que ce soit d'un point de vue technique ou pédagogique. Et enfin, j'aimerais terminer cet exposé avec un concept qu'on appelle désormais le néo-rétro gaming. C'est un concept qui nous vient d'une association qui s'appelle Ordi Rétro, qui est basée à Lille, et qui, en fait, intègre tous les concepts qui, aujourd'hui, visent à reproduire des jeux sur des machines qui sont datées, qui sont passées, ou à se servir des technologies anciennes pour les réadapter, les redynamiser aux technologies actuelles, avec les technologies actuelles. À qui on s'adresse avec ces démarches-là? On s'adresse à différents types de publics. Donc on s'adresse à des chercheurs, des médecins, des étudiants, des entreprises. Pourquoi faire? Les chercheurs peuvent avoir besoin de disposer d'appareils authentiques, c'est-à-dire que si vous sortez une Vectrex qui date de 1982, il y a des bruits, des artefacts qui sont générés par la machine que vous ne pouvez pas reproduire en émulation. Et donc c'est très important à ce moment-là, pour pouvoir mener des études qui soient les plus précises possibles, de disposer des appareils authentiques. Pour les chercheurs, pour les médecins par exemple, ou pour les professeurs, les enseignants, on peut, grâce à ce matériel-là, remobiliser des jeux anciens qui peuvent fasciner les publics actuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de la pédagogie et que vous allez chercher les dernières technologies, en général, les jeunes générations connaissent déjà et il n'y a pas l'effet waouh escompté. Par contre, si vous faites l'inverse, si vous allez chercher des vieilles technologies, des vieux jeux, et que vous leur déterrez par exemple un jeu comme Hans d'Islande de 1987 qui vous raconte l'histoire, un roman de Victor Hugo, ou si vous allez chercher des jeux comme The Sentinel qui ont des gameplays qui sont complètement atypiques, vous allez les scotcher. Donc ces étudiants, on peut les initier à la culture vidéoludique, et enfin, favoriser l'innovation par le rétro gaming, par la rétro-ingénierie. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces concepts-là, sachez qu'on a ouvert depuis l'année dernière un DIU, un diplôme interuniversitaire, entre Paris 5 justement, et l'ESP Lille Nord de France qui s'appelle Apprendre par le jeu, où on dispense des cours autour de toutes ces technologies que je viens de vous montrer. Donc maintenant que l'exposé est terminé, on va jouer. Alors je vais vous demander de dégainer votre smartphone, pour ceux qui en ont un, votre ordinateur si vous en avez un, votre tablette si vous en avez un, et on va faire un caout. Alors pour vous, je vous invite à taper kahoot.it de manière à arriver sur une page qui ressemble à ceci. Kahoot.it. Vous l'avez pas? Ah, vous n'avez pas l'image. Alors, attendez. Est-ce que vous l'avez? Oui. Donc, je vous invite à taper ceci, qui va vous permettre en fait de rentrer un code PIN. Et ce code PIN, je vais vous le générer tout de suite. Ah, si j'ai les choses qui disparaissent. Ok, merci. C'est plus simple. Hop, alors, Kahoot. Welcome. Alors, je me log sur ma session. Alors vous, c'est .it. Oui, en minuscule.
Voilà, donc le chiffre à rentrer est 8 137 115. Donc il suffit de le rentrer dans la zone que vous avez, votre code PIN, et ensuite de rentrer un surnom. Et normalement, comme par magie, vous devriez apparaître ici sur l'écran. Voilà, je vois le premier joueur. Les premiers joueurs arrivent. Ah, la connexion me semble très bonne, puisque je vois que tout le monde est sur les starting blocks. « 43. Ah, ça semble stagner à 43 joueurs. Est-ce que tout le monde est connecté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du mal? On attend une dernière joueuse sur le premier rang. Alors, vous pouvez vous mettre en binôme hein, si vous avez du mal. Rien ne l'interdit. Vous pouvez jouer en binôme, en trinôme. Vous jouez ensemble, du coup? Ok. Alors, on va partir sur un principe de jeu qui est relativement simple, un quiz. Vous avez sur votre machine 4 propositions de réponses qui vont apparaître sous la forme de couleurs. Rouge, jaune, vert et bleu. Il faut répondre le plus vite possible, mais évidemment en donnant la bonne réponse. Sinon, ça ne marche pas. Et on va voir les classements qui vont se mettre à jour au fur et à mesure. Rétro gaming et innovation, 8 questions. Première question, l'ancêtre de la Wii Balance Board date de rouge 1978, bleu 1982, jaune 1999, vert 2001. Vous avez 30 secondes pour cette première question. Alors normalement, vous avez quatre couleurs qui apparaissent sur votre appareil, rouge, bleu, jaune et vert. Rien du tout? Ah, voilà. Ah, maintenant, il faut jouer avec madame, alors. Jouer en binôme, c'est pas grave. Alors, 46 réponses. Alors, la bonne réponse, c'était 1982. Bravo pour les 29 personnes qui ont bien répondu. Et pour les autres, c'est intéressant de voir que vous avez pensé rétro gaming très ancien, 78. Non, c'était pas aussi vieux que ça, mais voilà. Donc la bonne réponse, c'était vert. Alors, on va découvrir le classement. Alors, c'est Licorne Magique. Qui est Licorne Magique qui est en tête? Est-ce que la Licorne Magique veut se dévoiler? Ouais. Ok. Ah ben voilà, bien caché. Je m'attendais à voir une corne dépassée, mais bon, on l'a pas. Donc on a Claude, Sambal, Bob et Tristan qui ferment la marche. Les autres sont en embuscade. Alors attention, next. La Microvision est l'ancêtre de quel appareil? Alors, vous avez rouge, la Wii Balance Board, bleu de la Mega Drive, jaune de la Game Boy, vert du Pong. Attention, encore une dernière question à 30 secondes, après on passera à 20 secondes pour écourter le temps. Alors, Wii Balance Board, rouge, bleu, la Mega Drive, vert Pong et jaune Game Boy. Alors, c'était quoi la Microvision? Ah, la réponse a été donnée. Effectivement, c'est l'ancêtre de la console portable. Donc la bonne réponse, c'était ancêtre de la Game Boy. Bravo aux 27 qui ont répondu. Et on va découvrir si la Licorne Magique est toujours en tête. Attention. Non, c'est Claude qui passe devant. Qui est Claude? Ah, bravo Claude. Attention, la Licorne Magique est toujours derrière, talonne, à 6 points près, suivi de Bob, Christo et Tristan. Attention, question 3. Le principal problème de Computer Space, c'est quoi? Rouge, le jeu trop complexe pour son époque. Bleu, un jeu sorti trop tôt sur le marché. Vert, une concurrence trop forte. Jaune, une représentation graphique trop grossière. Alors, ce qui est intéressant avec ce type d'approche, c'est que le formateur où l'enseignant peut s'évaluer aussi sur sa compétence à transmettre des savoirs en fonction des réponses qui sont données. Donc un jeu sorti trop tôt sur le marché, bleu, c'était une bonne réponse. Un jeu trop complexe pour son époque, rouge, c'était également une bonne réponse. Il y en avait deux, jaune et vert, non, mais ça va, ça représente pas la majorité. Alors, on va découvrir le classement. Licorne Magique a repris le lead. Claude talonne derrière à quelques points près.
Christo, Vincent et Tristan sont toujours dans le top 5. Donc pas de changement pour le moment. Attention, on va introduire quelque chose maintenant, c'est les flammes. Donc en fait, si vous arrivez à cumuler plusieurs bonnes réponses d'affilée, ça va vous donner des points supplémentaires qui vous permettront de rattraper ce top 5. Et deuxième chose, vous avez maintenant les questions qui vont valoir plus de points. Donc du coup, si vous répondez bien et si la licorne magique ou Claude ou Tristan répondaient mal, ils peuvent chuter dans le classement. Donc rien n'est perdu. La Virtual Boy, c'est un échec lié à la cinétose, sac à vomi, à son constructeur pas assez connu, bleu, vert, des piles à changer trop souvent, jaune, à trop peu de jeux. Cinétose, c'est le mal des médias. C'est un peu l'équivalent des mal de mer, du mal de mer, mais provoqué par les médias. Bleu, à son constructeur pas assez connu. Donc, pour rappel, la Virtual Boy avait été développée par Nintendo. Des piles à changer trop souvent, non. C'est un appareil qui se connectait sur secteur. À trop peu de jeux, ça pourrait être une bonne réponse, mais c'est pas celle-là. C'est effectivement la cinétose, réponse rouge, qui était la bonne. Attention, classement A. Je vous avais dit que tout pouvait changer. Alors, qui est Christo? Bravo Christo. Alors, vous êtes à peu près au milieu du chemin. On est à la 4e question. Est-ce que vous tiendrez le choc? Je félicite Totu qui rentre dans le classement, Yann, voilà, et Bob, voilà. Tristan reste aussi de l'ancien top 5, donc licorne magique, rien n'est perdu. Hein. Next, question 5. Quelles sont les principales sources de flop pour une technologie? Alors, rouge, la fragilité, bleu, le design, jaune, le prix, vert, la concurrence. Qu'est-ce qui fait que une technologie peut maximiser ses chances de tomber dans un flop? Déconnecté? Ah, mais c'est votre collègue à côté là qui a saboté la machine. Oh, mais il y en a qui sont prêts à tout pour gagner. Hein. Alors, bonne réponse. En fait, toutes les réponses étaient bonnes. En fait, je vous avais dit que c'était plusieurs critères qui pouvaient expliquer un échec commercial. Donc, en fait, c'était 4 des paramètres qu'on a identifiés, mais il y en a plein d'autres. Et je vois que le prix, pour vous, est un point qui a mobilisé l'attention plus que d'autres. C'est assez intéressant. OK. Donc, c'est sans doute l'exemple de la PlayStation 3 qui vous a marqué. Donc, on va voir le classement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, finalement... Ok, donc on a toujours Christo en tête, Tristan qui remonte, Yann qui s'accroche, et puis on voit Kat, hein, 4e position, et Yes, qui ferme la marche. Les autres sont en embuscade. Question 6. Le Big Track a été réédité en quelle année? Le Big Track, souvenez-vous, ce char lunaire. Alors, 1980, 1990, 2000, 2010. Je vois que les réponses se fusent. Il reste 15 secondes. Alors, bonne réponse pour 2010. C'est des Anglais qui ont réédité Big Track, le Big Track original qui était sorti en 1979. D'accord? Vous avez en fait ici 26 personnes qui suivent et les autres qui sont à la ramasse. Alors, next. Christo continue à maintenir le cap. Tristan, Yann se tiennent en 2e et 3e position. Et Totu était déjà dans le classement. Et c'est Émilie qui fait son entrée. Attention, on nous indique qu'il y a 8 joueurs qui sont sur le point de rentrer sur le classement. Tout peut se jouer avec l'avant-dernière question que je vais vous présenter maintenant. Nom du dispositif du jeu holographique de Sega sorti en 1991. Quel était le nom de ce jeu qu'on a vu furtivement et qui présentait donc de l'holographie? Est-ce que c'était Hologame, Holograph Sega, Sega Travel ou Time Travel? Rouge, Hologame, bleu, Holograph Sega, jaune, Sega Travel, vert, Time Travel. Alors, bonne réponse pour Time Travel.
Tout à fait. Alors, c'était pas les autres, évidemment, et on va découvrir le classement. Bon, ça c'était, on savait pas. Hein. Donc, Christo maintient quand même sa première position. Ah, on a Myriam, je crois la connaître, qui est en deuxième position. Alors, c'est Finissard. Qu'est-ce que c'est Finissard? C'est un drôle de nom, ça. Fancisar, je sais pas. Toto et Tristan. Alors, Toto, bienvenue. Et bienvenue à Finissard. Alors, on arrive à la dernière question. Là, les choses sérieuses vont se jouer puisqu'on va accéder au podium avec la remise des médailles. Alors, attention pour la remise des médailles. Nous arrivons... Ah non. Êtes-vous convaincu par l'approche visant à utiliser du rétro gaming pour innover? Rouge à moins de 25%, bleu entre 25 et 50%, jaune entre 50 et 75%, vert plus de 75%. Bon, en gros, c'est pour savoir si je dois rentrer chez moi, la tête basse ou rassuré. Ok, donc je vois qu'il y a 30 faillots dans la salle. Donc après, on a entre moi, ok, rouge, 25, ok. Bon, très bien. Merci beaucoup. Alors, on va accéder au podium final. Donc, c'est Christo, bravo, médaille d'or. Vous pouvez l'applaudir, hein, c'est très bien joué. Alors, Myriam, qui se trouve donc juste derrière, que je connais très bien, puisqu'elle suit le DIU. Et alors, qui est ce mystérieux Finissard que je n'ai pas su... Ah, bravo. Alors, on va quand même découvrir le reste du classement pour les deux autres qui étaient en talonnade. Alors, nous avions Toto, 4e marche, médaille de chocolat, et Bertrand qui ferme la marche. Donc la licorne magique, plus de licorne magique, je suis désolé. Voilà. Et sachez que pour ceux qui connaissent pas cette application, c'est entièrement gratuit et vous avez la possibilité donc de télécharger en fait les résultats et vous pouvez les avoir sous la forme d'un fichier Excel qui vous permet en fait d'avoir la possibilité de construire en fait vos débriefings, parce qu'en fait c'est pendant la période de débriefing que finalement les apprentissages sont le mieux dispensés à mon avis. Et vous avez ici donc en fait un score qui vous est donné avec le nombre total de bonnes réponses. Donc je vois qu'il y a 72% des gens qui ont bien répondu à l'ensemble des 8 questions. J'ai le score moyen de 5534 points, ce qui est vraiment un très bon score. Et puis ensuite, j'ai un sondage aussi de la part des élèves qui peut m'être retourné avec ici, pour ceux qui ont répondu, est-ce que ça a été fun? Je vois que c'est 4,5 sur 5. Est-ce que vous avez appris quelque chose? 100% me disent oui. Est-ce que vous le recommanderiez? 100% disent oui. Donc vous êtes vraiment ici en République bananière. Donc après, vous avez la possibilité de regarder comment se positionnent les scores de chaque étudiant ou chaque personne qui est intégré. Donc on va pas descendre trop bas pour pas humilier certaines personnes. Ensuite, vous avez là la possibilité de voir question par question qui a bien répondu, qui n'a pas bien répondu, et de revenir avec ces apprenants-là sur les points à renforcer ou à poser des questions. Voilà, donc globalement, moi je trouve que c'est un outil qui est génial, et contrairement à l'extension .it, qui pourrait faire croire que ce sont des Italiens, en fait ce sont des Norvégiens qui ont mis en place ce jeu qui s'appelle Kahoot. Voilà, donc je vous remercie, et puis... voilà, je vous laisse la main aux organisateurs. Donc, merci pour ce brillant exposé. Alors, on continue à avoir du retard et à accumuler le retard, donc on va prendre 2 questions, toujours pas plus. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Ah. Si, une. Bonjour. Bonjour. Alors la question c'est si on veut faire du rétro gaming comme ça, comment on fait via la sphère numérique? C'est on vient vous voir, on frappe à la porte, on dit j'aimerais voir
aux vieilles machines ou on va sur le bon coin et on cherche des trucs? Oui, alors tout à fait. Donc en fait, tout simplement, on peut faire un contact téléphonique ou par mail pour commencer, un petit peu définir les choses. Et ensuite, je travaille parfois avec des gens qui sont à distance. Par exemple, une Toulousaine qui m'a demandé de faire ce travail-là. Et en fait, je fais moi-même le recensement et puis je lui redescends les éléments dont elle a besoin. Et ensuite, dans un deuxième temps, si on veut aller plus loin dans le projet, on peut prêter le matériel directement en l'acheminant, soit par la poste, tout simplement, ou autrement, ou alors la personne vient le chercher. C'est possible. Mais tout dépend de la fragilité, évidemment, du matériel, de sa valeur. S'il s'agit de jeux qu'on trouve facilement sur le marché, on peut aussi aiguiller sur le fait de les acheter. Si par contre c'est des jeux plus introuvables, là on peut les envoyer, les expédier avec les assurances qui vont bien. Voilà. Merci beaucoup.